Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Sport Plus. Nous démarrons cette émission par un tour dans l'univers de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à tous au menu du Sport Plus de ce jour, du handball avec le démarrage de la phase nationale du championnat national professionnel, la Ligue Pro 2023 le lundi dernier. L'élection également de Jean-Claude Talon, un Béninois à la tête de la Confédération africaine de sport de tennis, j'allais dire. Et bien évidemment, nous allons faire un tour pour parler du championnat national de football saison 2023-2024 avec le point de la deuxième journée disputée le week-end écoulé. Pour le décryptage de l'actualité pour ce numéro, nous avons en plateau Fidel Akorodia, rédacteur en chef d'Ado FM, Ado TV, et il sera accompagné de Leandro Kodo, journaliste à ESAE TV. Mais avant de les retrouver, place à Colombe Oussou pour le tour d'horizon de l'actualité de la semaine. Bonjour Colombe Oussou, heureux de te retrouver. Bonjour, Larissa Adiagbenon, le plaisir est partagé. Merci. Bonjour également à vous, chers amis internautes. On démarre Actu Hebdo de ce mercredi 1er novembre 2023 comme à l'accoutumée par le football féminin. Les Amazones U23 dames du Bénin ont disputé le match retour du deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques Paris 2024 sans leur sélectionneur. Immaculée Agbokou a déposé le tablier quelques heures après la défaite 3-0 à Cotonou. Du côté de la Fédération béninoise de football, aucune information officielle n'a encore été donnée. Retour sur les moments forts de cette rencontre. Les Amazones du Bénin hypothèquent leurs chances de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Après avoir sorti au tour précédent la Guinée-Bissau, la sélection nationale U23 dames du Bénin s'est lourdement inclinée face à son homologue du Ghana. Il a fallu 42 minutes pour que les visiteuses trouvent la faille de la défense des hôtes. À la 53e minute, elle corse l'addition avant de sceller le sort des Béninoises à la 80e minute. Deux minutes plus tard, les Amazones croient avoir réduit le score, mais le but est invalidé pour faute de main. Les sentiments des acteurs sont partagés à l'issue de cette rencontre. Ça s'est joué sur des faits de jeu. Mais le constat est là, le Bénin a perdu. Nous avons 2 jours pour préparer la manche au retour.
Nous allons simplement essayer d'analyser, faire l'effort de ramener un bon résultat de Accra. On ne va pas s'avouer vaincu parce qu'elles ont pu marquer 3 buts ici. Pourquoi ne pas espérer faire quelque chose là-bas? On savait qu'on avait le Ghana en face. On a travaillé quand même pour leur poser quelques difficultés. Ça a été fait les 42 premières minutes. Mais sur le fait de jeu, le tir au but a été transformé. Néanmoins, on peut quand même croire qu'en travaillant, d'ici quelques temps, quelque chose peut être fait aussi. Et tel qu'on parle aujourd'hui du Ghana pour dire qu'ils ne sont pas à notre niveau, peut-être c'est comme ça, d'ici 2 ans, on va parler du Bénin aussi. Croyons-y, ne jetons pas les armes, ne tirons pas sur les filles. Petit à petit, ça se construira. Ce n'était pas un facile jeu pour nous, mais je pense qu'on a trouvé une bonne contrôle sur toutes les 90 minutes. On a donné 2 occasions au Bénin. Ils nous ont montré qu'ils sont très bons dans les transitions. Des moments, avant la mi-temps, il y a une chance qu'on a donnée. Après, c'était le corner, deuxième mi-temps. Je pense que vous avez des choses qui sont bonnes. Il y a la numéro 9, par exemple, c'est la côté après et prend toujours le jeu sur soi. Il faudra toujours contrôler. Si nous attaquons, déjà, doit avoir la rest defense, on parle de ça, la balance défensement. Moi, je pense que nous avons vraiment donné une très bonne performance, mais l'adversaire n'était pas si mal. Ouais. Une énième défaite de nos sélections nationales. Prochain objectif pour les filles, faire un bon résultat en terre ghanéenne mardi prochain. Autre discipline, après la phase 1 de zone qui a connu son épilogue en août dernier, la Fédération béninoise de handball a lancé lundi 30 octobre 2023 au rôle des Aloisiers Sports de Cotonou la première phase groupée du championnat professionnel de handball. Retour sur les résultats de la première journée. Au programme de cette première phase groupée du championnat professionnel du handball, 31 rencontres. Ce lundi, la première journée est marquée par une belle entame de saison pour Adidja Handball Club, l'équipe championne en titre. Les militaires d'Adidja, qui reviennent fraîchement d'une compétition africaine, sont venus à bout de Aspac sur le score de 24-18. De son côté, les dames portugaises de l'Aspac ont dominé la jeune équipe de Flambeau avec 10 buts d'écart. Chez les dames, la formation de Adidja Handball Club a également pris le dessus face à la modeste équipe de Asso Model. Abosport a difficilement dominé ASEC Handball Club de Parakou 25-23, alors que Flowers a battu les joueurs venus de Porto Novo Asso Model 39-22. Fin de cette première journée, place désormais aux rencontres de la deuxième journée. Le nouveau ministre des Sports, Benoît Dato, sera l'hôte du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus, et tous les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football pour une réunion d'échange et de visite de terrain sur les installations du Centre Sport et Études de Ndali, vendredi 3 novembre 2023. Jeudi dernier, il a rencontré les présidents des autres fédérations. Le Béninois Jean-Claude Talon est le 9e président de la Confédération africaine de tennis. Il a été élu lors de la 50e Assemblée générale annuelle de l'instance continentale qui s'est tenue le vendredi 27 octobre dernier au Kenya. Après son sacre, l'instance de gestion du tennis africain a sorti un communiqué pour entériner son élection et rappeler qu'il est désormais le 9e président de la Confédération africaine de tennis. Il succède au Tunisien Chérif Tarak, j'y arrive. Autre information, la ville de Grand Popo abrite du 5 au 11 novembre 2023
la finale de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. Le tirage au sort de la compétition a eu lieu dans la matinée de ce lundi 30 octobre. Au programme, nous aurons 4 disciplines sportives: le football masculin, le basketball féminin et masculin, le handball féminin et masculin et de l'athlétisme mixte. Cette édition va connaître la participation de 8 équipes de football, 8 équipes de basketball masculin, 6 équipes de basketball féminin, 6 équipes de handball masculin, 6 équipes de handball féminin et 120 athlètes hommes et dames. Au total, 39 coachs et 21 chefs de délégation sont attendus à Grand Popo. Belle performance du Bénin au Tour cycliste du Burundi 2023. L'équipe cycliste béninoise a créé la surprise en remportant la médaille de bronze lors de l'épreuve de contre-la-montre. Les cyclistes béninoises ont également brillé tout au long du Tour en terminant deuxième au classement général, juste derrière le Rwanda. Une première dans l'histoire du cyclisme béninois qui témoigne du potentiel croissant de la discipline dans le pays. Cette compétition a rassemblé plusieurs équipes de la région africaine. Sans répit pour les Béninois qui se retrouvent déjà sur le Tour international de Faso 2023 dont le Burkinabé Paul Domon a remporté la 5e étape ce mardi 31 octobre 2023. Il est arrivé premier après avoir parcouru 75 km lors de l'étape 5 entre Tangodogo et Zorgo. C'est la 3e victoire pour le cycliste burkinabé dans ce Tour. Paul Domon égale Rabaki Ouedraogo, le dernier burkinabé à avoir signé 3 victoires lors d'une édition du Tour de Faso. Mieux pour Paul Domon, il efface des tablettes Amado Pafadadam, j'y arrive, dernier burkinabé à remporter l'étape de Zongo en 1998. Depuis le Belge Timmy de Boyce en 2018, un coureur n'avait plus aussi réussir à signer 3 victoires en une édition du Tour de Faso. Paul Domon endosse donc le maillot jaune pour la 4e fois en 5 étapes devant le Belge Rodger Houters. Autre discipline, Marie-Rose Laleye, alias Phoenix, la béninoise championne d'Afrique de bras de fer, bras droit et bras gauche, a représenté le Bénin lors du World Combat Games Arabie Saoudite 2023 pour la compétition qui s'est tenue à Riyad du 20 au 30 octobre. La béninoise a compéti pour le bras gauche vendredi et fini avec 2 défaites. Elle a terminé 8e sur 8 dans sa catégorie 65 kg. Le samedi, pour le bras droit, malgré ses 2 défaites, elle a gagné une place et terminé 7e au classement final. Marie-Rose a commencé par pratiquer la discipline il y a seulement 6 mois environ et était à sa première compétition mondiale. Je vous invite à suivre ici les moments forts de son combat. Avant-dernière information, près de 2 ans après sa dernière apparition dans une cage, Francis Ngannou a impressionné tout le monde pour son premier combat officiel de boxe. Le Camerounais a malmené un Tyson Fury, détenteur de la ceinture World Boxing Corporation des loups, qui s'en est sorti de justesse au point. Les moments forts du combat dans cet élément. Third card, winner by split decision. Still undefeated. Oh, wow.
Grand favori en sa qualité de champion World Boxing Corporation des loups, Tyson Fury a été déclaré vainqueur par décision partagée face à Ngannou qui disputait à 37 ans son premier combat de boxe. Mais le Camerounais qui a envoyé le Britannique au tapis au 3e round a failli signer l'un des plus gros exploits de l'histoire de la boxe. Ngannou se montre puissant et appliqué face à un Tyson Fury fantomatique. Malgré sa défense, le Camerounais champion de l'UFC, la plus prestigieuse des ligues de MMA, ressort grandi. Il gagne surtout l'estime du monde de la boxe. À l'inverse, la performance de Fury ne peut qu'être qualifiée d'embarrassante, voire inquiétante, alors que le Britannique est censé remonter sur le ring en décembre pour un combat d'unification de ceinture de boxe contre le colosse ukrainien Olesk Sandrusk. Au terme du combat, le Guy Speaking, qui avait passé la semaine à traiter son adversaire de bonne grosse saucisse, déclare: Francis est un sacré combattant, un sacré cogneur, je le respecte beaucoup. Il ne s'avançait pas, il restait en retrait et m'attendait. Il m'a probablement donné mon combat le plus difficile en 10 ans. Pour finir cette randonnée sportive, l'Argentin Lionel Messi a décroché son 8e ballon d'or, succédant au Français Karim Benzema, élu en 2022. Kylian Mbappé, finaliste au Qatar et qui rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, est arrivé en 3e position derrière le Norvégien Erling Haaland. Parmi les 30 premiers au classement, 9 d'entre eux évoluent à Manchester City, élu meilleur club de l'année. La joueuse espagnole Aitana Bonmati a quant à elle décroché son premier ballon d'or féminin. Championne du monde 2023 avec la Roja, la milieu de terrain du FC Barcelone succède ainsi à sa compatriote Alessia Putellas, élue en 2021 et 2022. C'est tout pour Actu Hebdo de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Rousseau. Comme tu l'as dit, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations sportives par ici. C'est exact. Merci. Nous poursuivons cette émission avec la rubrique décryptage. Retour en plateau pour le décryptage de ce mercredi 1er novembre 2023 en plateau pour l'analyse de l'actualité sportive de la semaine. Nous avons Fidèle Akorodia. Fidèle, bonjour. Bonjour Larios, bonjour amis internautes. Heureux de vous retrouver. Vous serez en compagnie de Leandro Kodo. Bonjour Larios. Bonjour, cher Leandro. Sans transition, nous allons aborder le premier sujet de ce décryptage. Il s'agit bien de la bonne nouvelle qui est venue par ici au Bénin depuis l'Afrique du Sud. L'élection à la tête de la Confédération africaine de tennis du Béninois, Jean-Claude Talon. Fidèle Akorodia, un 4e Béninois à la tête d'une confédération africaine, après Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine de sport boule, Manzourou Aremou, président de la Confédération africaine de handball, et Nathanaël Koti, le plus jeune avant l'élection de Jean-Claude Talon, président de la Confédération africaine de roller sport. C'est une très très bonne nouvelle pour le sport béninois. Bien sûr, c'est une très bonne pour le sport béninois. Et si le nom de président de confédération pouvait nous faire gagner des titres, ce sera aussi une bonne chose. En tout cas, là, il n'y a pas de débat, mais c'est déjà bien que des Béninois se retrouvent au sommet, au niveau des confédérations africaines. C'est déjà bien. Ça veut dire que quand on va continuer comme ça, bientôt, un président sera, pourquoi pas, président d'une discipline mondiale. On l'espère. Déjà que gagne le Bénin avec cette élection, surtout qu'on sait que nous avons une championne qui ne cesse de réaliser de prouesses. Il s'agit de Gloriana Naoum. Oui, c'est vrai, nous avons une championne en devenir parce que quand on prend le classement ATP, c'est vrai, elle n'est pas au sommet, mais elle n'est pas très très loin. Elle essaye d'évoluer parce que c'est une jeune athlète, il faut avoir le courage de le dire. Elle essaie d'évoluer. Maintenant, par rapport à votre question, qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter si on ne travaille pas?
On doit travailler au pays parce qu'il ne suffit pas seulement d'être président de la Confédération pour décrocher tous les titres. Donc, il va falloir que le pays travaille. C'est vrai, au niveau des institutions, le Bénin essaye d'hisser ses compatriotes, ses enfants, ses cadres au sommet des confédérations. C'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir aussi qu'au pays, les athlètes aussi puissent cravacher pour décrocher les différents titres sur le continent. Parce que quand on voit un peu, il ne faut pas se leurrer, à part le roller, où les Béninois sont champions d'Afrique, à part l'athlétisme aussi, où notre compatriote Odilo Rayano a décroché une médaille au niveau de l'heptathlon. Les autres disciplines, ça donne quoi? C'est vrai, on dira qu'au niveau de la pétanque, on est champion du monde. Ce n'est pas arrivé il y a 10 ans. C'est arrivé il y a quelques mois seulement. Donc le travail. Le travail, seul le travail pourrait permettre à ces Béninois d'hisser le Bénin au rang d'une grande nation du sport planétaire. Leandro Kodo, vous, comment vous appréciez cette élection en deux tours du Béninois Jean-Claude Talon qui était face notamment à un Sénégalais? Eh bien, merci d'abord pour l'invitation sur le plateau, parce que généralement, mon rôle se situe en off sous les lumières. Mais en fait, cette nomination, comme lui-même il a eu à le dire, c'est le fruit d'un match, des efforts consentis pendant un bon moment. Il s'est préparé comme il le voulait, comme il le fallait, pardon, et il a su jouer les cartes qu'il faut. Avec surtout le soutien du gouvernement béninois. Bien sûr, avec surtout le soutien du gouvernement béninois, que n'oublions pas, c'est un soutien de taille. J'aurais aussi appris que non seulement ça, il y a eu certaines personnalités qui l'ont aussi accompagné. Julien Minavoie du Sénos Ben, et aussi un petit soutien du ministère des Affaires étrangères. Donc déjà, cet état de choses lui permet de se conforter, d'être dans une position un peu plus confortable pour affronter cette épreuve, vous voyez. Maintenant, il faut le féliciter, même si il aurait pu échouer au deuxième tour. Donc il est à féliciter au deuxième tour, il a juste bénéficié des voix de son challenger sénégalais, les 9 voix, plus les voix qu'il a obtenues lors du premier tour. À 3, il a juste bénéficié de ça. Il a été, selon le rapport qu'on nous a fait, il a été serein. Il est resté calme et il a maîtrisé de bout en bout cette élection au niveau de la Confédération fidèle à Tout à fait. Vous savez aussi, le Bénin n'est pas une très grande nation de tennis, de ce sport, de cette discipline. Donc moi, je lui adresse un satisfecit, même si il faille jouer de lobby en lobby pour obtenir ce résultat. Ce qui est sûr, c'est tout bénéf pour le sport béninois, parce que grâce à cela, on espère, puisqu'il a eu à développer quand même, c'est sûr, un projet qu'il a eu à défendre pendant un certain nombre de temps. Il y a des gens qui ont cru en son projet, qui ont décidé de lui donner une chance. J'espère que ce sera un couteau à double tranchant, c'est-à-dire d'un autre côté, ça sera aussi une opportunité pour le tennis béninois de briller encore plus. Là, il y a un sacré chantier. Il faut profiter de cette opportunité pour peut-être faire former les formateurs, pour créer beaucoup plus de clubs ou d'académies de tennis dans le professionnalisme absolu.
dans le professionnalisme absolu, avec son élection à la tête de la Confédération, on peut dire qu'il y a une place à prendre au plan national en ce qui concerne la gestion de cette discipline. Je parle bien de la présidente de la Fédération béninoise de tennis. Oui, je ne sais pas s'il y a possibilité de faire le cumul, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop les tests. Maintenant, s'il n'y a pas possibilité, c'est vrai qu'il va passer la main à une autre qui viendra faire le travail sur le plan national. Lui va désormais s'occuper du continent africain, c'est normal. Donc, je ne connais pas trop les tests. Donc, si les tests exigent qu'il quitte la présence au niveau du Bénin, il va le faire, Si les tests ne l'exigent pas, peut-être il va continuer le chantier. Parce qu'il faut le dire, nous avons... le Bénin n'est pas une terre de tennis. C'est vrai, nous avons des athlètes talentueux, mais ils ne sortent pas encore la tête au niveau du continent. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on prend le classement ATP sur le plan mondial, il faut imaginer là où pourrait se situer le tennisman béninois. Maintenant, quand on revient au pays, c'est vrai, il y a beaucoup de chantiers initiés par le gouvernement, mais ce n'est pas encore tangible, ce n'est pas encore visible. Le stade de l'amitié, vous savez que le cours de tennis du stade de l'amitié n'existe plus. Bon, on entend de voir. Donc, sur le plan national, il y a beaucoup de challenges. Il y a un projet au niveau de Avlekete. Bien sûr. En partenariat avec la Fédération internationale des associations. Vous le dites si bien, dans la mesure où le président de la Fédération internationale est passé plusieurs fois au pays pour voir un peu comment ça se passe. La création d'académies. Mais tout ça, là, ce n'est pas encore effectif. Il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas encore effectif. Jean-Claude Talon va probablement quitter la tête de la Fédération béninoise. Est-ce que ça va se poursuivre? Je suis certain que ça va se poursuivre parce que c'est une initiative du gouvernement. Et quand le gouvernement décide de faire quelque chose, il le fait toujours d'une manière ou d'une autre. Maintenant, sur le continent, c'est sûr, les gens lui ont fait confiance. C'est pourquoi ils l'ont porté à la tête. Donc, il doit jouer aussi de la diplomatie pour faire évoluer, pour faire connaître davantage le tennis africain. Parce que je vais toujours me référer au classement ATP, on n'est pas très bien loti. On n'est pas bien loti. Le continent, bien sûr. Le continent africain, il y a seulement Ange Jabeur, la Tunisienne, qui fait honneur, qui fait la fierté de tout un continent. Et qui a déjà joué 2 fois. Oui, surtout la dernière fois. Vivement que la troisième fois soit... Où elle avait cette finale en main, elle a fini par courber les chines. Nous allons parler... Le Bénin va le porter bonheur. Et on souhaite d'abord plein succès à la carrière de Gloriana Naum, cette jeune tenniswoman qui, depuis quelques mois, depuis quelques années... C'est la pépite. Oui, c'est la pépite. Du tennis béninois. Effectivement, c'est la pépite. Et elle a participé au circuit junior de l'US Open la dernière fois. Plein succès à elle. Nous allons prendre le chemin des stades pour parler d'un fait qui n'est pas habituel chez nous, ici au Bénin, la démission de la sélectionneur ou de la sélectionneuse Immaculée Agbakou et Leandro Koro. Comment vous appréciez ça? Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc il y a forcément des raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Ce qui est sûr, à ce jour, on n'a pas encore d'informations officielles sur ce fait. Et on peut facilement comprendre que peut-être c'est l'environnement, peut-être son message ne passe pas. Vous voyez, il y a tellement de raisons que l'on pourrait imaginer, surtout au vu des résultats des Amazones. Mais à la tête de cette sélection olympique, elle a réalisé l'exploit d'éliminer, on peut parler d'espoir, d'éliminer la Guinée-Bissau. Ici, en aller, en retour, ici c'est un peu compliqué, 3-2 au match retour après un score nul de 2 buts partout au match aller du côté de la Guinée. Et cette fois-ci, cette défaite 3-0 concédée à domicile face au Black Queens du Ghana qui a précipité
le départ de la sélectionneur? Je n'ose pas le croire. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on ne connaît pas encore les raisons officielles de sa démission. Mais je n'ose pas croire que cette défaite va faire partie la sélectionneuse ou bien la sélectionneur. Parce que quoi? Parce que on a perdu face à qui? Face au Ghana. Face au Ghana. Et quand on prend les équipes africaines niveau féminin sur le continent, on sait que le Ghana est au-dessus, un tout petit peu au-dessus de nous. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, perdre face au Ghana à domicile, quand on sait que nous sommes en train de construire petit à petit notre football féminin, ce n'est pas encore un crime. Ce n'est pas encore quelque chose qu'il faut couper forcément la tête du coach ou bien demander sa démission. J'ai l'habitude de dire qu'on doit non seulement prendre patience, d'accord, et construire notre football petit à petit, en l'occurrence le football féminin. Donc, défaite face au Ghana à domicile, c'est vrai, on a suivi le match, d'accord, les enfants n'ont pas démérité pour autant, sinon le score serait encore plus lourd que ça, d'accord. Donc, moi j'estime que si elle a pu déposer le tablier, elle doit avoir ses raisons. Pour qu'on ne suppute pas, il va falloir qu'elle monte au crédit pour dire j'ai démissionné parce que. Et là, on saura les vraies raisons. Sinon, on va toujours rester dans le doute. Est-ce que. Non, moi je ne voudrais pas ça. Il faut éviter juste la polémique ou les polémiques inutiles. Si elle n'a pas envie de dire les raisons, d'accord, on va polémiquer autour, ça va aller dans tous les sens. Mais il faut rappeler... ça va pas faire évoluer notre sport. Si elle a eu le courage de dire je ne continue plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a frustration. D'accord? Donc elle a le courage de venir à la fin de dire bon, j'ai démissionné parce que le joueur, et puis on saura les raisons pour lesquelles elle a démissionné. Et là, on peut faire le débat et situer ses responsabilités. Il faut rappeler que Immaculée Agbakou est également entraîneur adjointe au niveau de la sélection nationale A, les Amazones A. Et également, elle est la directrice nationale adjointe de football nommée récemment. Ah oui, donc, et puis ça aussi c'est important. On va voir comment va évoluer cette situation. Est-ce que cette démission de la tête de la sélection olympique va induire d'autres démissions? Et puis, cumuler ce poste avec celui de directrice nationale du foot féminin, moi je pense que ça fait un peu trop. Peut-être que c'est pour s'alléger la tâche, voilà. Ok, bon, nous allons poursuivre ici avec ce Camerounais champion en MMA qui a fait plus que tenir la dragée haute au champion du monde, Tyson Fury. Fidèle à Korodia, est-ce que avant ce combat, le combat le plus attendu lors de cette année 2023, vous avez espéré voir Francis Ngannou faire jeu égal avec Tyson Fury? Oui, moi je savais que Francis allait battre Fury, je savais. Mais je me disais, il ne faudrait pas qu'on se leurre, que ce ne serait pas KO. Parce que la boxe, il y a deux choses. Soit vous ne gagnez pas KO et tout le monde va que bon, vous avez gagné. Mais si vous avez un certain niveau face à un champion et qui vous conduit jusqu'à la fin des rounds, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Nous allons vous faire les débats, dire qu'il a gagné tout. Les gens ont déjà tranché. Ils ne pourront plus revenir. Donc, au niveau de la boxe, soit vous faites le KO, vous mettez votre adversaire KO, tout le monde voit que il n'y a pas possibilité. Donc, moi, j'espérais, je savais que, quelles que soient les circonstances, avant la fin des 12 rounds, Francis allait mettre KO Fury, ce qui n'a pas été le cas. Quand le combat est fini, il dit bon, advienne que pourra. Et mes doutes n'ont pas été dissipés. Ce qui ne devait pas arriver, est arrivé. Et c'était quoi? Que c'est Fury qui a gagné.
Mais est-ce qu'en boxe, Leandro, vous qui connaissez un peu ce milieu, est-ce qu'en boxe, lors d'un combat, lorsque vous réussissez à envoyer votre adversaire au tapis, cela est synonyme de victoire? Comme le chef Fidèle l'a dit tantôt, si tu ne l'envoies pas à terre, chaos technique, il n'y a encore rien qui se passe. Soit il est out, ou soit vous continuez de vous mesurer jusqu'à la fin du dernier round et les arbitres sauront se prononcer. Mais effectivement, ce qui s'est passé avec Francis, tout le monde savait que Francis allait remporter ce match-là. Face à Tyson Fury, un champion du monde, le plus adulé de notre génération. Et puis il y a tellement de circonstances, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte que nous ne voyons que les boxeurs sur le ring. Tout ce qu'il y a autour, de façon apparente comme de façon obscure, je dirais, nous ne le savons pas. Comment ce combat a-t-il été organisé? Quelles sont les conditions officieuses, je dirais officieuses, qui ont permis à ce que ces arbitres puissent donner ce verdict à la fin? Nous ne le savons pas. Ce qui est sûr, tout le monde a pu se rendre compte de la suprématie de Francis Ngannou, qui n'a jamais fait la boxe à ce niveau, puisque j'ai eu à l'entendre dire qu'il avait démarré par la boxe avant de transiter sur le MMA. Et puis ça fait déjà presque 2 ans là qu'il n'a pas combattu. Ce combat a été organisé seulement en quelques mois, vous voyez. Donc même Tyson Fury, il n'avait pas les mots pour le dire, mais il dit que ce sont les arbitres qui l'ont fait vainqueur. Il peut pas dire plus que ça. Nous comprenons aisément que ce milieu a des lois qu'il faut respecter. Tu ne peux pas venir de nulle part pour ton premier combat, venir descendre le champion du monde qui pèse des milliards. Effectivement. Donc, c'est une belle transition pour parler ça serait bousculer l'industrie mondiale de la boxe. C'est une belle transition, comme je le disais, pour parler des chiffres au niveau de ce combat. Tyson Fury devrait empocher au moins 50 millions de dollars à l'issue de ce combat. Quant à Francis Ngannou, lui va repartir simplement avec 10 millions de dollars. Mais c'est mieux, il n'a rien perdu, puisque au niveau du MMA, au niveau de l'UFC, il a gagné lors de son dernier combat 600 000 dollars. Or, de 600 000 dollars à 10 millions de dollars, vaut mieux perdre que de se faire cogner dessus et quitter le ring. Avant l'engagement du combat, si on comprend bien, cela voulait dire que bien avant que le combat ne démarre, il avait déjà 10 millions de dollars. Devrait toucher. Non, il les avait déjà, puisque le montant ne changerait que s'il remportait. Donc même avant le jour là, on peut dire qu'il avait déjà les 10 millions de dollars. Oui. Ce qui est sûr, c'est une très belle entrée pour lui. On espère qu'il va revenir très prochainement, encore plus fort, et prouver effectivement que ce jour-là, c'était le vrai gagnant. C'était fidèle à Korodia. Juste pour appuyer tout ça, Leandro disait que le mot de la boxe, c'est encore une autre réalité qu'on ne maîtrise pas. Et puis, ce n'est pas faux. D'accord? Qui pouvait imaginer que Francis, du jour au lendemain, va se décider à affronter le meilleur de la Terre? Qui pouvait s'imaginer? Personne. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu derrière tout avant qu'il ne s'engage? On ne saurait le dire. On ne saurait le dire. Donc, c'est de la visibilité, non seulement pour lui, mais c'est des mannes derrière pour les industries. C'est ça. C'est des mannes. Donc, attention. Moi,
c'est vrai, tout le monde a vu le combat, on a vu que il était à la hauteur. Mais malheureusement, il n'a pas gagné. Et puis lui aussi, jusqu'à présent, il ne se plaît pas à votre voix. Il ne se plaît pas trop. D'accord? Est-ce qu'on pourrait demander le compte aux arbitres pour dire pourquoi vous avez... Non, personne ne demandera jamais le compte aux arbitres. Donc, ce qui est fait, c'est bon pour le fan, c'est bon pour le spectacle, c'est bon. Les gens ont déboursé, des personnalités insoupçonnées se sont déplacées pour le suivre. On parle même d'une recette de plus de 70 millions de dollars. Voilà, pour ce combat, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça porte. Demain, ne soyez pas étonnés de voir une autre personne, un autre bosseur venir challenger ce même Francis. Parce que le deal serait déjà fait en couvent. Et on va faire la publicité pour nous permettre de jubiler, tout en sachant que, je ne dis pas que c'est ça, mais au finish, il faut imaginer ce qui pourrait se passer derrière. Oui, nous allons aborder un autre sujet, un sujet similaire. Vous avez tous regardé ce lundi la publication des résultats du Ballon d'Or France Football 2023. Et une fois encore, comme on le disait pour l'Allemagne, le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11. Mais à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais le Ballon d'Or, c'est une distinction individuelle pour le meilleur footballeur de l'année. Mais à la fin, c'est Lionel Messi qui remporte. L'Argentin a soulevé sa 8e distinction. Exactement. Hier. Mérité ou non? C'est difficile. Moi, je dirais non. Pour être franc envers moi-même, je dirais non. Parce que le Ballon d'Or il existe un règlement. Des critères. Il existe des critères. Et je pense que si on doit suivre ces critères, il n'est pas dans le jeu. Puisque, attends, il ne suffit pas d'être champion du monde. C'est comme Samuel Eto'o disait il y a quelques années, tu peux être joueur, footballeur et être blessé sur toute la saison et n'être disponible que pour la Coupe, c'est-à-dire en année de Coupe du Monde. Voilà, tu as été blessé toute la saison et tu es revenu pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Tu fais 6 matchs de Coupe du Monde, vous remportez, paf. Et tous ceux qui ont travaillé pendant toute cette année, ceux qui se sont échillés pendant toute cette année, et puis toi tu fais 6 ou 7 matchs et on te donne le Ballon d'Or, c'est trop facile. Maintenant, moi je vois ça aussi sur un autre angle, sur l'angle où le football mondial est dans la, comment dire, a envie de le sacrer, a envie de lui faire un dernier cadeau avant qu'il ne mette thème à sa carrière. C'est comme si il lui rendait un dernier hommage. Sinon, statistiquement, il faut voir Erling Haaland, meilleur joueur de la Première Ligue. Il a remporté la Première Ligue. Il a établi un record là. Il a établi un record en Champions League. Il a remporté la Champions League. Il a remporté la FA Cup. Super Coupe d'Europe également. La Super Coupe d'Europe également. Mais avec tout ça, les jurys n'ont pas trouvé que c'était assez suffisant pour remporter le Ballon d'Or, contrairement à Lionel Messi, qui a fait, osons le dire, une très belle Coupe du Monde. On a vu une très très belle Coupe du Monde jusqu'à l'époustouflante finale avec contre l'équipe de France de Kylian Mbappé. À part ça, sur toute l'année, il a été carrément inexistant déjà dans le championnat de France, qui est déjà le championnat, déjà c'est l'apanage du Paris Saint-Germain depuis l'avènement des Qataris. Donc moi, Messi, champion de France, je ne pense pas que ce soit une victoire. C'est quelque chose de déjà acquis pour le Paris Saint-Germain. En plus, je pense qu'il a été blessé, il a été rejeté par les supporters. Il a été inexistant. Il y a plusieurs raisons inexistant pendant le parcours du Paris Saint-Germain en Champions League. Et au bout de tout ça, il fait une belle Coupe du Monde.
Et voilà, c'est assez suffisant pour lui donner le ballon d'or. Jusqu'aujourd'hui, moi, je me demande, parce que je me rappelle... Vos interrogations je finis sur ça. Vos interrogations ne pourront pas terminer ici. Non, je finis sur ça. Attendez, en 2012, on va poursuivre pour donner plus pour revoir le palmarès de cette distinction de France Football. Palmarès de Lionel. Permettez à Fidèle de se prononcer sur ça. Est-ce le nom qui a fait fort dans la désignation du Ballon d'Or 2023? Bon, félicitations déjà à Messi, parce que 8 Ballons d'Or, je ne sais pas quel autre footballeur fera ce palmarès. Je ne sais pas encore. Bon, on attend de voir, puisque rien n'est impossible. Il n'est pas encore né. Il n'est pas, bon, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un d'autre viendra faire 15-20 de suite, qui sait. Mais 8 pour, à l'instant, il faut dire que chapeau à l'artiste. Il est talentueux, reconnu. Maintenant, quand on revient un peu en arrière, quels sont les critères? J'ai l'impression que chaque année, les critères changent. Tout à fait. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et ça ne donne pas de la crédibilité aux gagnants. À part ça, qui sont ceux-là qui votent? On me dira que c'est les journalistes, je ne sais pas trop. Qui sont ceux-là qui votent? Quelle est leur visibilité sur le football européen pour qu'ils choisissent le Ballon d'Or? Donc, c'est des choses qui me dérangent. Sinon, au-delà de ça, on sait que le garçon il est talentueux. S'il a pu gagner 1, 2, 3, 4, il pourrait aller à 10, c'est normal. Donc, en résumé, il est talentueux, mais ce Ballon d'Or, il ne mérite pas. Non, je ne dirais pas. Je dis que c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est les critères qui changent au fur et à mesure. À chaque Ballon d'Or, il y a toujours de nouveaux critères qu'on introduit pour que, je ne sais pas. Justement, je ne sais pas. C'est justement pour favoriser. C'est pour favoriser que le joueur il est talentueux. Tout le monde sait. Personne ne peut le contester. Il est talentueux. D'accord? L'année passée, Benzema, moi j'ai encore des doutes. D'accord? Est-ce que Benzema méritait vraiment de gagner ce Ballon d'Or l'année passée? Devant Lewandowski. Encore que, avant Benzema, il y a une période où on a dit Covid, on a mis Lewandowski dans le placard. C'était l'année de Lewandowski. Et puis on a dit Covid, tout ça. Voilà, et puis. Presque tout gagné. Donc, je ne comprends pas. Les organisateurs, il faut qu'ils revoient. Pour qu'on ne jette pas de discrédit, qu'on ne doute pas. Non, ça commence à douter déjà. Gagne. Sinon, moi, Messi, je suis un fan de Messi, et puis ça fait plaisir. Mais au-delà de tout ça, soyons objectifs. Les critères, il faut que les critères soient vraiment irréfutables. Pour qu'on dise, si celui-là, on l'a nommé, ça veut dire qu'il le mérite vraiment. Sinon, moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Le Ballon d'Or perd en crédibilité de jour en jour, puisque... Nous avons deux Africains dans ce classement. Il s'agit du premier, le goléador nigérian, Victor Osimhen, qui a occupé la 6e place dans ce classement général du Ballon d'Or 2023. Et il est suivi du second Africain, le gardien camerounais André Onana de Manchester United. Donc aujourd'hui, on peut dire, hésite Mohamed Salah, hésite Sadio Mané. Nous retrouvons deux Africains dans ce classement. Oui, hésite Sadio Mané, hésite Mohamed Salah, vous l'avez si bien dit, parce que quand on prend ces joueurs face à Osimhen, la saison passée, il n'y a pas photo. Osimhen a crevé les écrans. Il n'y a pas photo. Comme les amis aiment le dire, s'il était au Real de Madrid, peut-être qu'il serait encore plus coté, qu'il serait peut-être 3e ou bien 4e. S'il était au Barça, peut-être qu'il serait 3e ou bien. Donc, Naples. Et puis, le championnat italien n'est pas encore, c'est vrai, des années en arrière, le championnat italien était vraiment prisé, mais aujourd'hui, on sent que ça vient petit à petit. Sinon, en tant qu'Osimhen, s'il était au Real, ou bien s'il était au Barça, ou bien pourquoi pas, s'il était un tout petit peu, je dis un tout petit peu, au Paris Saint-Germain,
on pourrait aussi le lever tout petit peu. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Celui qui m'a surpris, c'est Onana. Onana aussi, oui, c'est vrai, il a fait une saison appréciable. De belles factures de l'autre côté. C'est vrai, à Manchester, ce n'est pas encore ce qu'on aurait souhaité de lui. Ça prouve que les Africains ont aussi leur mot à dire dans le côté du football européen. Mais ils sont encore loin de Mr. George. Oui, mais écoutez, si on va revenir en arrière, vous pensez que Mr. George va encore gagner le ballon d'or? Question. Leandro? Ben non. Jamais. 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 Au finish, d'abord, je dis Osimhen et Onana, du fait qu'ils soient déjà dans ce ranking, c'est toute une fierté pour l'Afrique. Ok? Mais moi, j'ai fini par comprendre que cette histoire de ballon d'or n'appartient qu'à 2 ou 3 clubs, en fait. Donc, si tu ne joues pas dans ces clubs-là... Non, ben, je peux dire par exemple le Real Madrid, le Bayern de Munich, non, je ne dirais pas le Bayern de Munich, puisque c'est le Barça, encore un club en Italie ou en Angleterre. Donc, tu peux faire très fort dans un autre club en dessous de ces équipes-là. Mais tant que tu n'es pas dans ces clubs-là, ce sera difficile pour toi. Le ballon d'or appartient au Real Madrid, au FC Barcelone, à la Juventus de Turin, vous voyez. Manchester United. Sinon, quelques années plus tôt, comment dire, rappelez-vous, en 2006, l'année de la Coupe du Monde, si je m'en abuse, avec Fabio Cannavaro, qui a été Ballon d'Or, mais il était au Real Madrid. Il était au Real Madrid cette année. 38 cette année au Real. Mais ils n'ont rien foutu. Le Real n'a rien foutu avec l'idée. Ils n'ont rien foutu cette année-là. Ils n'ont rien foutu. Mais à la fin, le mec, on lui donne un ballon d'or. Et voilà. C'est inexplicable jusqu'à ce jour. Le ballon d'or controversé de Messi en 2012. Ouais, je dirais 2012. Tout le monde savait, non, pas celui de 2010. Celui de 2012, tout le monde savait que ce serait forcément entre Xavi et Iniesta, parce qu'ils ont été champions du monde, champions d'Europe. Exactement. Quelques années plus tard, en 2015, c'était pareil. En 2019 ou en 2020, là où Lewandowski devait aussi remporter le Ballon d'Or. Et puis, il y a eu le Covid et ils ont trouvé les moyens qu'il fallait pour renverser la situation. C'est comme, on l'a dit tantôt, aux côtés de la bosse, quand tu ne fais pas le chaos et que le mec il tombe, tu sais qu'il ne peut pas se lever, c'est la Croix-Rouge qui va le déplacer du ring là. Sache que il n'y a rien pour toi. Il y aura forcément un critère caché quelque part qu'on va sortir du fond d'un tiroir pour venir mettre ça à l'actif du nouveau gagnant. Je demandais tout à l'heure. Ce qu'il dit est tellement défiant que aujourd'hui, tout le monde est en train de parler Mbappé. On dit, va au Real de Madrid. Pourquoi? Il ne peut pas gagner le ballon d'or au Paris Saint-Germain. Mais s'il a gagné au Paris Saint-Germain. mais pourquoi tout le monde veut qu'il aille d'abord au Real de Madrid? Lewandowski l'a dit que... Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en dessous. Au Bayern, je ne peux pas. Lewandowski l'a dit, au Bayern, je ne peux jamais gagner le ballon d'or. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire que le ballon d'or a une distinction taillée sur mesure pour certains clubs sur le vieux continent. On ne le dit pas. Mais retenons simplement que... On ne le dit pas, mais... Toutes les récompenses individuelles, toutes les récompenses individuelles sont basées sur des critères subjectifs. C'est la structure ou c'est l'individu, la personne physique qui décide de distinguer telle ou telle autre personne qui établit ses règles, qui établit ses critères. Mais là où le bas blesse, chaque année les critères changent. Je suis d'accord avec vous. Si tel est le cas, qu'on n'aimerait plus le monde à ça. Mais le comité d'organisation vous dit qui reste entre eux. Et disent, bon voilà, notre ballon d'or, et puis c'est fini. Et voilà. C'est tout.
Merci, qui ne mêle plus merci à vous. Les journalistes ou bien nous allons faire un tour. Nous allons revenir au Bénin pour parler à présent de la Ligue professionnelle de football 2023-2024 qui a connu sa deuxième journée le week-end écoulé avec notamment cette victoire de Dynamique FC devant Panthère de Djougou dans le derby de la ville Carrefour du Septentrion, Djougou. Le derby d'Achoukouma. Oui, le derby d'Achoukouma. Et encore qu'aujourd'hui, maintenant, il y a deux stades à Djougou. Le stade Omnisport, réalisé par le gouvernement béninois, et celui d'Achoukouma, le mythique stade des Panthères. Les Panthères évoluent désormais de l'autre côté sur le nouveau stade, le stade municipal. Dynamique a gagné 1-0. Cavalier de Ninki et Bani Gansé dans cette zone A se sont tenus en échec 0 but partout. Soleil FC a été battu à domicile par Dadier FC dans la zone B, 0 but contre 1. Real Sport de Savette, Dynamo d'Aboumé, 0 but partout. Il faut dire que c'est un petit coup d'arrêt pour Dynamo qui a battu lors du match d'ouverture le vice-champion Lotto Popo. Les Requins FC de l'Atlantique ont réussi à éviter le piège du promu Étoile filante. Victoire 2 buts à 1. Aïnovi, dans cette zone, la zone C, a été battue à domicile par l'AS Cotonou, 0 but contre 1. Dans la zone D, Sobemap FC a dominé Asvo, et Association sportive de la vallée Omnisport, 2 buts à 1. Il faut également dire que l'Autopopo, après son faux pas d'entrée, a été tenu en échec dans le derby du Mono par Rodio, 0 but partout. Et un autre résultat dans cette zone, c'est pour parler de l'Estonais qui a été contraint au partage des points par le second promu Abeille FC. Pour le compte de la troisième journée, déjà ce mercredi, dans l'après-midi de ce jour, nous aurons le champion en titre Coton Football Club qui se déplace pour rencontrer le promu Étoile Filante à Calavi sur le terrain de l'UAC. Nous aurons également Rodio qui va accueillir Real Sport, ce sera du côté de Koumen, et l'AS Cotonou va affronter les Requins FC de l'Atlantique au stade René Pleven de Cotonou, et la JSP, la jeunesse sportive de Paubert, dans le groupe D, va affronter Jeffa FC sur son stade mythique, le stade Jean-Pierre Gascon de Paubert. L'AS Police qui a étrillé Aziza 3 buts à 1 lors de la journée précédente croise les crampons avec Adidja Football Club des Forces armées béninoises au stade René Pleven. On va parler des buffles, les buffles qui qui vont se déplacer. On ne peut ne pas parler de cette affiche. C'est l'affiche du Septentrion. C'est le derby à ne pas manquer. Panthère, Buffle, FC de Djougou. C'est au stade municipal ou au stade Omnisport de Djougou. Fidèle, tout doucement, le ballon roule. Oui, le ballon roule comme les autorités sportives du Bénin le souhaitent. Tout ce que nous voulons, c'est que le ballon puisse rouler dans la paix. Que les différents acteurs qui entrent en jeu soient véritablement satisfaits. Je vais parler des arbitres. Parce que après tout, ce sont eux qui sont au cœur de l'actualité, au cœur du football. Et
puisque eux, ils n'ont pas... c'est vrai, il y a une commission qui s'occupe des arbitres. Donc, je pense que tous les acteurs n'ont qu'à se donner la main pour que le football, le ballon puisse rouler. C'est vrai que quand on voit un peu les noms, il y a Inovi, Abeille, Étoile Filante... Non, c'est un autre dossier qu'on va certainement ouvrir. On va y revenir, mais j'estime que notre football aujourd'hui n'a pas besoin forcément de ces entre griffes petites équipes. On a besoin de noms forts pour faire rayonner le football sur le continent, le football béninois sur le continent. Étoile Filante n'est pas un nom fort? C'est un nom fort. Aïnovi également. Oui, Aïnovi, c'est un nom fort, Leandro Koro. Étymologiquement, oui. Éternel, qui est devenu Ofmas Sad, et qui en 2 saisons est devenu Aïnovi et qui joue Abeille également, c'est un nom fort. Oui, Abeille pique. Oui. Donc, comme vous le disiez, c'est un autre débat. C'était tout carrément un autre dossier. Mais nous sommes déjà juste contents que le ballon roule déjà cette saison pour les journalistes, tous les acteurs qui interviennent quand même dans le football et participent au déroulement du championnat. Nous sommes vraiment heureux que ça ait repris. Ça, c'est sur un plan. Sur un autre plan, comme le disait tantôt Fidèle, vous voyez, Abeille FC, Étoile Filante et toute la suite, Aïnovi et tout ça, ce sont des équipes qui en vérité n'ont pas de poids sur l'échiquier. Mais dans tout championnat, il y a les cadors, il y a les équipes de seconde, il y a les troupes, en fait, comme on le voit en Ligue 1. Ah, peut-être que ce sont les troupes faites. Mais tant que nous ne revenons pas au format classique, le format qui est reconnu par la FIFA, le format utilisé par les plus grandes nations de football qui leur a permis d'émerger, que nous adoptions depuis le temps des indépendances à une date, jusqu'à une date récente, c'est le format qui peut faire évoluer notre football. C'est le format qui peut permettre à tous les acteurs du football béninois d'être plus ou moins confortables dans leur position. Sinon, c'est vraiment gênant. Le budget d'Étoile Filante, comparativement à celui de l'ASPAC, par exemple, à celui de Coton, il n'y a pas photo. On ne va pas dépenser autant d'argent pour venir croiser les crampons avec des équipes, je ne dis pas Inovi, je ne dis pas Étoile Filante, mais des équipes qui ne sont même pas encore capables de porter des équipements complets. Mais on a vu que ces deux clubs, ces deux promus, si parlaient des deux promus, inégal. Abel et Étoile Filante, qu'ils ont quand même réalisé une belle entame. Abel qui allait tenu en échec tonnerre sur le stade Paulin Tomanaga. Monsieur Larion, ces équipes n'ont pas de place dans notre Super League Pro. Ces équipes n'ont pas de place dans notre Super League Pro. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais les 16 équipes ont pu valider leur ticket pour la Super League Pro à l'issue d'un championnat régulièrement organisé par la Fédération béninoise de football et la Ligue professionnelle. Donc, ces équipes ont leur place. Et c'est comme ça que l'année prochaine, une autre équipe reviendra, va renaître je suis en train de mettre en place mon équipe. Et peut-être, pourquoi pas, l'année prochaine, vous me verrez en Ligue 1. Bien sûr. Mais il faut respecter le cahier de charge. Oui, remplissez d'abord le cahier de charge. On va tout respecter. Si vous avez l'ambition de faire dans du football professionnel, je vous en prie, profitez-en maintenant, parce que quand le jour où Mathurin de Chacus partira, dites-vous que les choses reviendront en ordre. C'est le moment pour vous, si vous avez une équipe ou quelque chose, c'est le moment pour vous de profiter. C'est le moment pour vous de sauter de la D3 pour parler vrai. On n'a pas besoin que de Chacus parte avant de faire les choses dans la règle de l'art.
il faut avoir le courage de le dire. Le championnat que nous organisons dans ce format ne veut rien dire. Mais est-ce que vous savez si c'est pour satisfaire un besoin ponctuel, un besoin national ou un intérêt national que ce format a été adopté? Qu'on a été de régler depuis bientôt 4 ans. 2020. Depuis bientôt 4 ans. Ça c'est à quoi? Ça c'est à quoi? Non, existe-t-il réellement, pour boucler sur ce dossier, sur ce sujet, existe-t-il un format standard de championnat sur la planète? Ben, moi, je dirais que le format déjà que nous adoptions depuis l'origine. Linéaire, le format linéaire. Le format linéaire que nous adoptions on a depuis. La classification Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4, Ligue 5, Ligue 6, Ligue amateur. C'est ce format? Exactement. Laros, vous suivez le championnat européen. D'accord? Quand on prend la France, d'accord, vous voyez la situation. Vous imaginez 36 clubs jouer en Ligue 1 en France? C'est pas évident. Est-ce qu'on peut toujours adapter à nos réalités d'ici ce qui est fait ailleurs? Pensez-vous qu'un jour, un club QVI, d'accord, va jouer toujours le lendemain la Ligue 1 en France? QVI Rouen. C'est pas évident. Ce serait un travail de longue haleine. Mais dans le contexte béninois, sur un championnat, vous allez retrouver QVI Rouen en Super Ligue Pro. Merci à vous. Si on était en Coupe du Bénin, bon là, je comprendrais. Ça, c'est dans le championnat. Nous sommes en train de parler de championnat, on ne parle pas de coupe. On sait que la coupe, encore que la coupe, il y a aussi du tabi là. Bien sûr. Pourquoi ça arrive tout le temps? Parce que l'écosystème est malsain. Moi, je le dis, l'écosystème est malsain et ça porte sur des intérêts ciblés, bien ciblés. Vous voyez? Et puis, tant que les objectifs ne sont pas atteints, ben, en fait, on pense à des intérêts personnels, mais on ne pense pas à l'intérêt du collectif. Parce que l'année passée, on a eu à constater, par exemple, dans le championnat féminin, il y a des clubs qui ont échoué et je ne sais par quel moyen. Les procès-verbaux, je ne sais pas si ça a été refait. Avant d'aborder ce sujet, je vais vous demander que nous retournions à la base. Nous allions chercher les vraies informations et nous revenons ici pour faire le débat sur le format et sur la structuration de notre championnat. Laros, on va plus revenir. Moi, je m'étais juré de ne plus parler du format de football béninois. Je m'étais juré. C'est parce que vous m'avez amené sur ce terrain. C'est parce que vous m'avez amené sur ce terrain. Non, c'est parce que vous m'avez amené sur ce terrain. Parce que depuis 4 ans, tout le monde est en train de décrier. D'accord, tout le monde est en train de décrier le format. Même les acteurs eux-mêmes, en 9, ils décrivent. Mais quand vous leur talez le micro, ils font le sein, ils se disent que ah oui, c'est bon. Mais quand ils sont en 9, ils se disent que c'est mortel, Pourquoi eux-mêmes n'ont pas le courage de venir dire monsieur le ministre, monsieur le président, on ne veut plus de ce format? Pourquoi ils n'ont pas le courage et veulent toujours passer par nous, les journalistes? Non, il va falloir qu'eux-mêmes montent au créneau pour dire on ne veut plus de ce format. Et le jour, je vous assure, s'ils le disent aujourd'hui, demain, ça va changer. Les choses vont changer. Indirectement, mais il ne le faut pas. Il faut voir. On a dit que l'Autopopo et Coton a joué la Coupe africaine et puis ils ont échoué. Comment vous allez faire ce championnat? Vous allez jouer tous les temps, lundi, et samedi, mercredi. Vous n'avez même pas le temps. De vous entraîner une fois. Correctement. Vous allez à Parakou, vous jouez samedi. Déjà, le mercredi, vous avez d'autres matchs. Vous allez faire le trajet. Parakou-Cotonou. Peut-être vous allez quitter le samedi soir où tous les joueurs sont fatigués. Vous allez rentrer dans le bus. Vous venez peut-être à Cotonou le lundi. Et puis le dimanche soir. Et déjà, le mercredi, vous voulez jouer.
Le coach n'a même pas le temps de voir les images de parcours pour voir là où ça a marché. Rien. Et vous voulez qu'on continue comme ça? Donc nous allons... Comme je vous le disais tantôt, moi, je fais l'écosystème est tellement malsain. Oui, je vous ai compris. Je fais une promesse à nos amis internautes. Nous allons revenir dans ce studio, sur ce plateau, avec vous bien sûr, Fidèle Akorodia et Leandro Koro, et si possible, si Arnaud Akapo est disponible ou d'autres confrères qui maîtrisent mieux ce qui se passe au niveau du format du championnat pour en débattre, pour passer en revue les avantages de ce format, ses inconvénients et pour peut-être donner également des perspectives, des recommandations à ces acteurs du football béninois et étatique pour rectifier ou corriger ce qu'il faut. Pour l'instant, c'est terminus, tout le monde descend. Votre dernier mot avant de quitter ce plateau. Mon dernier mot, je dirais... Votre mot de fin, pas votre dernier mot. D'accord, mon mot de fin. Je demanderais, surtout dans le football, aux dirigeants du football béninois, je les prie de faire ce qu'il faut, pour rendre l'écosystème du football béninois sain, vivable. Merci beaucoup, Fidèle Akorodia. Côtoyable, fréquentable. Peut-être, je vais vous demander simplement, comme mot de fin, dans l'actualité que nous avons passé en revue ici, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Ce qui retient le plus, qui me réjouit, c'est le 8e ballon d'or de mon chouchou. Il n'y a pas un pour lui. Mais nous parlons sur le plan national alors. Sur le plan national, je dirais, je vais exhorter les internautes à faire le déplacement de Rodeza pour aller suivre le championnat de handball, la phase 2. Effectivement, il y a un travail monstre, un énorme boulot qui se fait de ce côté depuis que le président Sirikou Karim a pris les rênes de la fédération. On ne dira pas que son prédécesseur Antoine Bonou ne faisait pas mieux, mais en termes de communication, il faut que les autres fédérations sportives sur le plan national s'inspirent du travail qui est abattu au niveau de la Fédération béninoise de handball. Merci à vous, chers amis internautes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Sport Plus. Bye bye.